Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous faire découvrir une démarche militante, pleine de sens et impactant, bref, un projet qui fait du bien. J'ai invité aujourd'hui Marion Lescaut, fondatrice du Carnet de Mimi. Marion, bonjour. Bonjour. Alors Marion, j'ai découvert votre activité en visitant le Maker Faire en octobre dernier. Le Maker Faire, c'est un haut lieu de la bidouille où se réunissent des réparateurs, des artisans, ingénieurs, inventeurs ou même des adeptes du fait maison. Cet événement a eu lieu à Lille et a accueilli des milliers de personnes à la gare Saint-Sauveur. Je déambulais dans les allées du Maker Faire et je suis tombée par hasard sur un stand qui attirait l'œil, tenu par une créatrice pleine d'enthousiasme, haute en couleurs. Alors pour vous présenter Marion, vous êtes une militante sensible au devenir de la planète. C'est en 2020 que vous êtes lancée dans une activité artistique. Vous avez collecté des déchets spécifiques qui jonchent nos trottoirs pour les transformer en quelque chose de beau et utile. C'est ce que nous allons découvrir à travers cet épisode. On y va ? Oui. Alors Marion, pouvez-vous vous présenter et nous présenter l'histoire des carnets Mimi ? Qu'est-ce qui a été votre déclic ? Alors, je suis Marion, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis originaire de Lille, quitté la région depuis quelques temps et je suis revenue dernièrement à Lille et j'espère m'y réinstaller pour vous faire découvrir toute mon originalité et ma créativité un peu bizarre. Et je suis devenue le Carnet de Mimi suite à la pandémie de 2020 qu'on a tous connue et où on fleurit sur les sols énormément de masques chirurgicaux. Et très très sensible à la protection de l'environnement, j'ai commencé à les ramasser. Et j'arrivais pas à m'imaginer les jeter et qu'il n'ait pas de seconde vie. Je me doutais qu'on pouvait les recycler, qu'on pouvait en faire quelque chose plutôt qu'ils finissent enfouis ou incinérés. Donc je les ai conservés, je les ai isolés, forcément on avait tous peur du virus, etc. Je les ai lavés selon un protocole sanitaire et puis après je les ai conservés et j'ai réfléchi à ce que je pouvais en faire. Et un jour m'est venue l'idée de créer des vêtements et d'en faire une robe qui m'a valu d'être baptisée la reine des masques par les enfants. Et mon objectif, c'était justement d'interpeller surtout la jeunesse, puisque c'est eux qui vont subir le monde de demain, et de leur montrer qu'avec quelque chose de crado, on peut faire quelque chose de beau ou de très original en tout cas. Et ça a été mon parcours depuis. Et je fais plein de choses en lien avec tout ça. J'interviens dans des écoles, je fais des ateliers où je transmets un savoir-faire qui est la couture. Aussi des arts plastiques avec les masques, on peut faire d'autres choses que de la couture d'ailleurs. Et puis je fais des défilés, des happenings et j'essaie d'interpeller de manière belle et artistique sur un sujet qui est pas du tout glamour et qui ne fait pas rêver mais pourtant qui est très très important. Vous êtes devenue couturière ou vous étiez couturière ? Comment ça s'est passé ? Je n'avais jamais cousu avant. Comme tout le monde en général, on voit une machine à coudre mais on a la flemme de s'y mettre et c'était mon cas. Et les masques m'ont poussée à sortir une bonne fois pour toutes ma machine et à tester. Donc non, je n'étais pas du tout couturière et pourtant c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui. Et comment vous y êtes pris pour devenir couturière? Alors, je suis d'un tempérament très autodidacte, donc j'ai appris toute seule, clairement. YouTube a été un bon centre de formation aussi. Puis c'est dans des erreurs qu'on apprend. Donc, et l'avantage du masque, c'est que c'est une matière qui, entre guillemets, ne valait rien. Je l'ai pas acheté. Le fait de décontaminer, etc., ça m'a pris du temps et ça a coûté à ma machine à laver, on va dire. Mais voilà, je perdais pas grand-chose. Au début, j'ai créé sur une robe existante.
J'ai assemblé les masques sur une... C'était juste horrible, en fait, parce que quand on n'y connaît rien, c'est vraiment, ça n'a pas de sens, donc ça ressemblait à rien. Mais ça a quand même fait son effet. Pour mon premier happening que j'ai fait à Paris en novembre 2020. Et puis après, tout simplement, j'ai appris à faire des pièces avec des patrons, et comme une vraie couturière. Et puis maintenant, c'est ce que je fais. Au quotidien. Ouais. Super. Alors Marion, vous êtes militante et à travers votre projet, vous sensibilisez pour lutter contre la pollution générée par les masques plastiques, mais aussi contre la fast fashion, cette mode peu qualitative prête à jeter, dont la production a doublé ces 15 dernières années d'après l'ADEME. Alors, quel est votre regard sur ces problématiques environnementales que rencontre le milieu du textile ? Eh bien, j'ai tendance à ne pas vouloir culpabiliser ou moraliser les gens, parce que j'étais une ancienne fashionista, comme on appelle. Donc moi, je rentrais dans un H&M, un Zara, et j'achetais de façon compulsive des vêtements sans même ne les porter pendant 1 ou 2 ans. C'est ce que je pense qui arrive à énormément de personnes, parce que forcément, si vous voyez un débardeur qui coûte moins cher qu'un pain au chocolat, vous vous dites c'est pas très grave, le pain au chocolat, à la limite on a faim, on le mange tout de suite, mais le débardeur, on s'en fout, ça fait juste du bien. Moi, en tout cas, dans ma tête, ça me faisait du bien de consommer comme ça. Et heureusement, on a la chance de mûrir dans la vie et de vieillir aussi, de s'agir. Et à l'inverse, quand j'ai fait un premier burn-out quand j'étais à Lille, et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Je suis partie travailler dans des fermes, donc j'ai fait du woofing. Du coup, j'ai appris à aussi devoir abîmer mes vêtements, les salir, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins essentiel finalement que de produire des légumes, par exemple. Et avec le temps, j'ai pris du recul avec tout ça. Finalement, ça a mis quand même beaucoup d'années pour que ça mûrisse dans ma tête. Et depuis à peu près 1 an, j'ai viré toutes ces affaires qui n'avaient pas de sens. J'ai fait un énorme tri dans ma vie, aussi du coup personnel. Et j'ai donc pris conscience, ouvert mes yeux, cherché à comprendre pourquoi ça faisait autant de mal la fast fashion. Et puis moi, c'est pas compliqué. Vous avez des produits qui viennent du bout du monde, ne serait-ce que pour des questions environnementale, ça n'a pas de sens que de les faire acheminer jusqu'à chez nous. Ça n'a pas de sens de se dire qu'on n'est même plus producteur nous-mêmes, on n'a plus d'infrastructures, d'industrie textile qui puisse produire. Donc la chaîne de production, on va dire, en tout cas, on ne crée plus de valeur dans notre pays. On est complètement dépendant de la Chine, etc., et du Bangladesh, de l'Inde. N'importe quelle personne qui va produire sa marque va forcément devoir s'intéresser aux coûts de production. Donc, on est dans un monde qui est comme ça, mais qui se meurt. Et au-delà des problématiques environnementales que génère un produit qui vient du bout du monde, c'est aussi les conditions sociales dans lesquelles les personnes évoluent. Justement, moi, quand je sors ma machine à coudre, je mets 3 heures à assembler 2 trucs. J'ose pas imaginer une petite ouvrière du Bangladesh. À mon avis, elle me mettrait complètement à l'amende. Tant il y a des drames, notamment je crois c'est il y a 2 ans à peu près, au Bangladesh, il y a une usine qui s'est complètement effondrée. Il y a eu je sais pas combien de morts. Bon, on s'en fout, c'est un peu comme les batteries de téléphone, c'est un peu comme tout, mais en fait quand on y fait attention un minimum et qu'on se concerne dans tout ça, on se rend compte que c'est plus trop possible. On a quand même besoin de s'habiller. Donc moi, mon parti, c'est de produire mes vêtements. C'est sûr que je vais moins savoir produire un téléphone aujourd'hui, mais se remettre, redonner du sens à tout ça. Et puis voilà, je pense que au lieu de m'acheter 10 débardeurs H&M, j'en achèterais peut-être un d'une bonne valeur. On a un exemple, c'est Patagonia dernièrement, dont le fondateur a reversé tous les fonds qui vont être au profit de la planète. Donc il y a des choses formidables qui peuvent se mettre en place, et il suffit juste de chercher un peu plus loin. Mais voilà, comme je dis, je veux pas moraliser parce que j'étais la première à consommer comme ça. Donc mon objectif aussi quand j'interviens dans des écoles ou que je fais des ateliers, c'est des fois on parle pas forcément du déchet avec les élèves parce que comme je disais, c'est pas forcément glamour, donc ça les gonfle. Donc il faut aussi prendre le temps. Moi à 15-16 ans, ça m'aurait saoulé que quelqu'un vienne me faire la morale sur l'avenir de la
la planète alors qu'on a tout démoli. Donc voilà, ça peut être une façon différente d'aborder les jeunes et de leur dire regardez, exemple, moi je crée un chouchou à partir de masques, c'est 3 masques, il y a eu un temps de séchage, de traitement, de lavage, etc. Mon chouchou je le vends 5 €. La dernière fois je suis allée chez Claire's et je me rends compte qu'un chouchou est vendu 9,99 et il vient du bout du monde. Alors certes mes masques viennent du bout du monde, les 3/4, mais ils sont traités ici et ils sont faits main ici en France et des fois on me dit c'est cher, et puis voilà, je compare à plein de choses, je compare même au prix d'un paquet de cigarettes et au final mon chouchou deux chouchous valent un paquet de cigarettes. Il est temps de remettre les choses dans leur contexte et dans leur temps. Et alors, qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est toute la question, parce que justement, du masque n'est pas quelque chose qui donne envie. Ça a énormément effrayé les gens. J'ai le droit à pas mal d'insultes. Alors bon, ça, je laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Ça, c'est un autre sujet. Mais je me rends compte que ça crée un frein. Alors, pas au niveau artistique. Au contraire, ça passionne, ça fascine. Mais on va quand même préférer acheter un chouchou du Bangladesh qui vient de chez Claire's ou H&M plutôt que de m'acheter un chouchou fait main qui est en masque. Donc aujourd'hui, quand même que je mange. Et donc pour me développer, je suis en train de développer d'autres matières qui ne sont pas du tout des matières ramassées dans la nature, mais plutôt qui vont être des matières destinées à être jetées de grandes enseignes. Pour l'instant, je ne dis rien parce que c'est en mise en place. Mais par exemple, j'ai récupéré des bâches. J'ai acheté une bâche, alors pas du tout la bâche que vous mettez pour protéger votre bois l'hiver, mais plutôt les bâches décoratives que vous mettez dans des vitrines ou des choses comme ça. Donc c'est un véritable textile. Et donc ça, c'est des bâches qui sont justement mises dans des vitrines qui sont plutôt éphémères, qui vont durer que quelques temps et qui vont être jetées. Donc et là, j'ai trouvé des tissus qui sont juste super beaux. Et il y a un projet de création. Et pour l'instant, je me tais. J'attends d'avoir... j'ai investi dans une surjeteuse. Et là, j'attends de la recevoir pour pouvoir m'y mettre une bonne fois pour toutes. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt. Vous avez réussi des mises en lumière hyper intéressantes depuis 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-unes ? Alors, forcément, il y en a une. Alors, les jeunes qui m'écoutent vont me prendre pour une vraie grand-mère, mais j'ai conçu un costume et j'en suis très fière pour Antoine Decaune, qui est pas du tout un vieillot, au contraire d'ailleurs, il est encore beau comme tout, et il est toujours aussi rigolo. Et voilà, et j'étais très fière parce que ça a été un énorme challenge. Malheureusement, on m'a laissé par contre très très peu de temps pour le réaliser. Et c'était dans quel cadre ? Enfin, comment s'est arrivée cette opportunité ? Cette opportunité, c'est grâce à un ami que j'aime énormément, qui s'appelle l'escargot anglais. Je vous invite à aller regarder sur YouTube. C'est celui qui est un peu mon mentor, qui m'a boosté dans tout ce que je fais. C'est avec lui que j'ai fait mon premier happening en novembre 2020 avec ma robe de masque. Bon, mon but c'était de l'impressionner parce que lui, il avait fait une marche Marseille-Paris à pied avec son acolyte, le sanglier marseillais. Ils sont actuellement en train de traverser l'Angleterre pour faire la même chose. Ils ramassent tous les déchets qu'ils trouvent. Là, à l'époque, ils avaient ramassé les masques. Et donc moi je suis venue leur rendre hommage avec ma robe de masque, ils m'ont pris pour une grande malade. Mais voilà, c'était pour leur montrer qu'on pouvait transformer justement ce qu'ils avaient ramassé et en faire quelque chose. Mais bon, eux ils se sont dit putain, elle va créer un concept qui va faire que les masques ça va être la grande mode. Heureusement ça n'a pas été, ça n'est pas le cas, ça reste bien artistique. Voilà, et du coup l'escargot anglais m'a permis avec ses contacts et l'expérience qu'il a avec les médias de me mettre en contact avec Canal+. Et Canal+ est venu tourner un petit documentaire sur moi, et pas que sur moi, sur un ami à moi, quelqu'un qui est devenu un ami. Grâce aux réseaux sociaux et tout ce que je fais, j'ai rencontré plein d'associations, dont une qui s'appelle Plogaton, représentée par Clément Chapelle, qui lui fait des marathons, donc il fait du plogging. Donc plogging, c'est ramasser des déchets en courant, et donc il fait des marathons de plogging, d'où le Plogaton. Et il est complètement taré, il a fait les 24 heures du masque. Et donc pendant 24 heures, il a couru, oui je ne mens pas, à Paris, dans toute la couronne de Paris. Il a ramassé à peu près 1000 masques. Alors à l'époque en plus c'était au mois de avril 2022, donc les masques commençaient à vraiment disparaître de notre usage quotidien, mais bon il en a trouvé plein. Et donc Antoine Decaune l'a accompagné une partie de sa course, et puis après il est venu me voir dans un atelier qu'on avait mis en place, qu'on avait loué, etc. Et donc je lui avais créé son costume, mais dans des conditions complexes à Paris, et donc ça lui allait même pas. Alors là ça sort fin novembre en plus,
normalement ce docu. Donc après ils me l'ont renvoyé parce que ça m'a quand même desservi. J'étais tellement fatiguée que j'avais inversé les manches gauche-droite dans la doublure et tout, n'importe quoi. Et donc j'ai tout retravaillé. Et là je l'ai pas encore vu, mais normalement ça lui allait très bien. Donc ça c'est une de mes plus grosses fiertés. Et puis après c'est tout ce qui est défilé. C'est génial parce qu'à chaque fois j'ai des modèles qui répondent à l'appel et puis je vis un peu quand même beaucoup le syndrome de l'imposteur à me dire bon est-ce que ça a vraiment du sens, est-ce que c'est pas complètement taré, je me remets énormément en question. Ce qui fait aussi que j'arrive à me développer. C'est toutes ces remises en question qui font que je suis ce que je suis aujourd'hui, je pense, mais pas facile du tout tous les jours. Et quand je vois qu'il y a des modèles qui sont super fiers de porter mes breloques, quoi, ça m'emplit de joie. Et puis, il y a une autre chose qui m'a plu énormément, c'est que j'ai exposé... Il y a une autre asso avec qui je travaille, qui est vers le Mans. Ça s'appelle « Qui nettoie si ce nettoie ?» Et eux, c'est 2 gamins qui avaient 19 ans, qui ont commencé à ramasser, qui ont rassemblé des gens, enfin, ils ont fait des trucs superbes. Et ils ont été très inquiets des masques aussi. Et du coup, ils ont pris l'initiative dans leur ville de mettre en place des boîtes de masques, des boîtes de collecte, qui leur ont généré un travail mais monstrueux de bénévoles, un travail magnifique. Et en plus, je leur en ai rajouté parce que je leur ai demandé de me mettre de côté tous les masques qui étaient stylisés, donc qui étaient différents des bleus, blancs, noirs. Donc les masques qui avaient des motifs, des licornes, des machins. Donc ils m'ont fait plusieurs envois comme ça, et notamment le costume d'Antoine Decaune est conçu avec ces masques. Et on s'est retrouvés là au mois de mai 2021, on a fait une expo dans une chapelle qui est magnifique à La Ferté-Bernard. Je vous conseille un jour à tous ceux qui m'écoutent d'aller voir parce que c'est trop beau ce coin-là. Et c'est dans la Sarthe. Et voilà. Et en fait, on avait des gamins qui venaient. Alors ils m'ont fait un truc de fou parce que des fois j'avais 200 gamins dans une journée. J'étais rincée. Et c'est du bonheur par contre. Et ils venaient découvrir le lieu de la Reine des Masques, la chapelle. Il y avait une expo photo aussi, les créations. On avait mis plein de masques partout. On faisait des fresques avec des masques un peu tous les jours différents. Et ça a été du bonheur. Et j'ai matériellement créé le carnet de Mimi où on m'a mis des mots pour me dire ce qu'on pensait de l'expo. Et si un jour ça va pas, je le lis, ce carnet, ça va beaucoup mieux. D'où le nom, le carnet de Mimi. C'est ça. Le précieux. C'est ça. Alors pour travailler les masques, ça se passe comment ? Parce que ça a l'air fin, friable. C'est comment pour travailler cette matière-là ? Alors le masque, justement, c'est tout un boulot. Alors comme j'explique souvent, quand c'est un vêtement absolument pas extensible et qu'il y a plusieurs couches, donc quand vous le portez sur vous, votre corps bouge. Donc forcément, ça s'abîme très très vite. Un accessoire, quand c'est un sac, un chouchou, une pochette, ça dure. Pour donner un ordre de durée de vie aussi des produits que derrière on peut vendre, c'est vrai que si on dit aux gens ça dure pas et vous le payez X euros, c'est pas super. D'où vraiment le message plus artistique avec cette matière. Et donc cette matière, pour de la petite histoire, donc c'est lavé, trié par couleur, par taille, machin, séché, parce que les masques moisissent. Si vous les laissez, ça moisit facilement. Après, il y a un travail très long et fastidieux de découpe de chaque masque. Donc je découpe, alors là ça va être difficile de visualiser peut-être, mais je découpe les côtés élastiques de chaque côté, de sorte à ce que le masque qui est plié en plusieurs parties soit complètement lisse. Après je le repasse. Et ça, j'en découpe des centaines et des centaines. Un pantalon, c'est à peu près 240 masques. Et après, j'assemble tous ces masques qui font pile poil la taille d'un carré de patchwork, d'ailleurs. Et je les assemble ensemble et je crée des bandes. Et ces bandes, après, je les rassemble ensemble. Et ça me fait un tissu. Et après, je dessine mes pièces que je viens coudre avant de les découper pour éviter que tous les masques se détachent de leurs 3 parties. C'est passionnant comme ça, donc c'est pour ça que je crois qu'il n'y a qu'une personne assez tarée pour faire ça. Un travail fastidieux mais unique finalement. Ouais, complètement, chaque pièce sont uniques, ça c'est clair. Vous proposez aussi des ateliers au sein de collectivités, d'entreprises et d'écoles. Est-ce que vous pouvez développer en quoi ça consiste exactement ? Alors les ateliers, comme j'expliquais, c'est que... Enfin comme j'expliquais pas forcément ici, mais comme j'explique en général, moi-même j'étais atteinte de la flemme
flemme de sortir la machine à coudre, on est tous atteints de la flemme de quelque chose sauf d'allumer Netflix. Et je pense que l'atelier c'est hyper important pour retransmettre un savoir-faire. Comme j'explique souvent, nos anciens sont en train de partir et c'est eux qui ont tous ces savoirs. Donc c'est important aussi des fois de recréer du lien intergénérationnel. Donc j'essaie de le faire, moi, ma mini-échelle de 32 ans par rapport à des gamins de 12 ans. On a déjà 20 ans d'écart. Et là, moi, quand je fais un atelier, j'apprends par exemple à faire un chouchou. Il y a des filles qui sont... Alors, il y en a qui sont complètement devenues fans, donc, parce qu'en plus ça redevient la mode et c'est génial. Donc elles ont appris à faire un sac. Et des fois aussi, je laisse, selon l'imagination des enfants, faire ce qu'ils veulent. La dernière fois, j'étais à Paris avec une gamine qui a compris très rapidement comment ça fonctionnait. Alors qu'elle n'en avait jamais fait en plus. Et elle a créé sa petite pochette, son truc, elle l'a fait. Voilà, le but c'est d'être libre de créer ce qu'on veut aussi. Et c'est aussi dédramatiser l'image de la couture, comme quoi c'est un truc hyper compliqué. Enfin, après, peut-être que j'ai plus de facilité que d'autres, mais puis on peut commencer par des trucs super simples. Mmh. Puis après, on augmente notre niveau de difficulté. Donc vous venez avec vos machines, les matières premières, et puis vous formatez un atelier pour apprendre à coudre quelque chose de précis. C'est ça. Et ça peut se passer donc dans des écoles Alors je le fais dans tout. Dans des écoles, ça c'est super. En plus on a les professeurs qui encadrent quand même, parce qu'il y a toute la partie sécurité et tout ça. En général, la couture, je l'ai moins de 12 ans, c'est compliqué. Ou il faut être bien encadré. Là, à terme, j'aimerais aussi créer des événements, ateliers, peut-être avec des partenaires, des entreprises, je sais pas, des magasins de bricolage ou des choses comme ça, dans lesquels on peut avoir de l'espace et on peut faire venir la clientèle, leur faire découvrir d'autres choses. Sans réflexion. Et après, ça peut être dans des assos, des collectifs, un peu de tout. J'ai normalement la possibilité d'avoir, pour l'instant je m'avance un peu, mais d'ici à ce que ce podcast soit publié, normalement je devrais avoir de possibilité d'avoir plusieurs machines à coudre à disposition, faire des plus grands ateliers. Voilà, c'est en cours de mise en place. Très bien. Avez-vous un rêve à venir pour continuer d'avancer dans votre démarche de réduction des déchets dans le domaine du textile ? Un rêve, j'en ai pas qu'un, j'en ai plein. Allez. Après, ça va être En fait, tout ça va pas dépendre de moi, malheureusement. Ça va être des prises de conscience qui vont devoir être collectives, qui vont malheureusement, je pense, vont arriver parce qu'on va véritablement vivre des catastrophes incroyables. Mais mon rêve ce serait par exemple de faire un gros clin d'œil à Yves Saint Laurent qui a fait un défilé dans le désert cet été en créant un truc complètement cinglé anti-climat, et de lui dire regarde, nous on fait des trucs pour la planète et en plus on est même peut-être meilleur que toi, mais là il y a du terrain, il y a du chemin, et tout ça comme je dis, ça peut pas se faire tout seul parce que il faut que la prise de conscience elle ait lieu. Quand je vois Catherine Deneuve qui est là à se présenter avec Yves Saint Laurent dans ce défilé, et le nombre de personnes qui suivent Catherine Deneuve et qui ont une image idyllique parfaite de cette personne par exemple, ça va prendre du temps, comme la Coupe du Monde qui a lieu ou qui va avoir lieu, qui est une hérésie totale. Voilà, tout ça va pas dépendre de moi, donc le rêve il se réalisera que si on est plusieurs à vouloir le réaliser. Croisons les doigts, ça avance. Alors vous êtes une jeune entreprise foisonnante d'idées et de projets. Comment pouvons-nous vous aider à développer votre activité ? C'est le moment de passer un petit message pour une communauté engagée. C'est clair. Vous avez besoin de quoi ? Alors moi j'ai besoin de plein de trucs. Allez, lettre au Père Noël. Alors petit Papa Noël, prépare-toi, la liste va être longue. Déjà le problème c'est que je pars de... Là je gagne vraiment très difficilement ma vie. Le but c'est pas forcément de dire à coucou donnez-moi des sous, mais ça peut être un soutien matériel avec des prêts par exemple je cherche en ce moment une machine à broder, j'ai regardé que ça coûte à peu près 1 200 €, donc clairement j'ai pas les moyens de me l'acheter aujourd'hui, et je me dis c'est pas forcément utile, pas voir avec quelqu'un qui peut me mettre à disposition de temps en temps une machine à broder. Peut être particulièrement en ce moment je suis à la recherche d'un atelier, d'un local ou pouvoir travailler et avoir des stagiaires, parce que j'ai besoin de créer un site internet, j'ai besoin de démarcher justement des écoles, des entreprises, et là mon gros problème c'est que je peux faire 75 heures par semaine, ça me suffira jamais, j'ai en plus besoin de créer,
Donc là, en fait, je suis dans une situation où j'arrive pas à avoir un stand un week-end, faire un défilé 2 heures après, créer une tenue pour la semaine suivante, aller à Paris, gérer mes appels, gérer les interviews. Enfin, c'est... Wow. Et tout ça pour aujourd'hui une valeur ajoutée pour l'instant à 0, quasiment. Toutes mes interventions pour l'instant, c'est pour ça d'où la raison pour laquelle je dis syndrome d'imposteur, c'est que je me fais très peu rétribuer. Donc je le faisais au début avec mes économies, mais j'adore la planète et vraiment c'est le plus important dans ma vie, c'est qu'on s'en sorte tous les uns les autres sur cette terre qui est en train de se faire mutiler, mais comme je dis, il faut quand même que je mange. Donc voilà, mise à disposition d'un local déjà, parce que pour l'instant j'ai pas forcément les moyens de louer un local à un prix exorbitant. Je suis quelqu'un de très rationnel, j'étais clerc de notaire avant, donc il y a aussi le côté où avant de dépenser 2000 €, faut les avoir gagnés en fait, voilà. Donc mais en même temps je sais que ça peut me mettre des freins en ne créant pas mon local, etc. Je reste dans mon coin à travailler trop seule, et je suis quelqu'un qui a besoin d'être avec du monde, et puis je sais très bien qu'ensemble on ira toujours plus loin, donc voilà, coucou, venez m'aider. Et vous êtes situé du côté de Croix, pour information. Pour l'instant, voilà. Mais c'est... Métropole lilloise. Ouais, voilà, je vis comme j'ai tellement réduit les choses, j'ai réduit ma maison en un camping-car. Wow. Donc voilà, le travail est encore en cours, mais ça coûtera moins cher en facture de gaz et d'électricité cet hiver, je crois. Bon. Pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil à donner pour des structures qui souhaitent diminuer leurs déchets ? Oui, c'est déjà... alors, en fait, tout ça, c'est individuel, enfin, à mon sens, puisque c'est tout le travail que j'ai fait. Et se dire à chaque fois, peut-être que quand on a atteint un objectif, je vais donner l'exemple du papier toilette qui fait beaucoup rire les gens, ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté le papier toilette. Depuis particulièrement la pénurie de papier toilette, de la folie furieuse des gens qui avaient peur de manquer de rouleaux de papier toilette. Alors, par exemple, une lingette, et ça peut être une lingette en coton, pas la lingette jetable bien sûr, peut vous essuyer les fesses sans aucun souci. Voilà, donc moi j'ai créé des rouleaux de papier toilette en masque, en parodie, il y a une photo qui est assez drôle là-dessus, mais voilà, c'est tout con, c'est cet exemple parmi tant d'autres. Jeter, donner mes vêtements. En fait, chaque étape, quand on a réussi à la faire, c'est surtout essayer de pas revenir en arrière et de se dire voilà, j'ai acquis ça auprès de moi-même. Essayons d'aller à une prochaine étape, et voilà, ça va être, je sais pas, peut-être pas le papier toilette, mais justement ça va être les cotons démaquillants. Vous en achetez des tout faits par des petites personnes qui font ça justement en auto-entreprise, qui essaient de développer une petite activité. Ça peut être justement au lieu d'utiliser des serviettes périodiques ultra cancérigènes, alors je suis désolée, je parle que pour les femmes, mais j'en suis une, mettre des culottes menstruelles, enfin voilà, c'est plein de détails. Au boulot, moi qui étais, je rédigeais des actes à l'appel pour des clients, j'ai évité d'imprimer tout simplement, ou j'ai imprimé en recto verso, j'avais des stocks de papier brouillon énormes. Voilà, c'est chaque fois essayer de réduire, vider sa boîte mail. Tout est facile à dire, mais si chaque petit objectif est atteint, ça paraît moins lourd qu'une énorme montagne à gravir tout seul. Super. Merci Marion. Donc en résumé, le carnet de Mimi est une activité artistique, militante, créative et audacieuse qui fait parler d'elle à travers les créations de vêtements et accessoires originaux. Alors vous pouvez découvrir le travail de Marion Lescaut, suivre ses actualités, notamment via Instagram à l'adresse Le Carnet de Mimi, ou alors sous le nom de LCDM, qui sont les initiales du carnet de Mimi. Merci Marion. Merci pour cet échange enrichissant et enthousiaste. Je vous souhaite longue vie à votre projet, puis merci pour ce que vous apportez au monde. Merci beaucoup. Une belle journée à vous. Une belle journée également. Merci. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet.
Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-au-naturel.fr. Au plaisir!